Alors maintenant, nous allons aborder le sujet suivant que je vais traiter. Donc, Et que je vais présenter. Donc, je passe la parole au docteur Jean-Pierre Rosenbaum. Que peut-on attendre de l'intelligence artificielle dans la chirurgie de la cataracte? merci, Monsieur le Président. Alors donc, sur l'intelligence artificielle, alors on a des tas d'applications qui apparaissent et souvent, nous sommes amenés à nous demander ce que nous allons faire de ces applications. Alors en fait, j'ai voulu poser la question dans un sens inverse. Dans une chirurgie qui marche quand même très bien, puisque c'est la chirurgie la plus pratiquée, 1,2 million cataractes chaque année, avec des résultats au minimum 85%, 90-95% de résultats favorables, que peut-on attendre de plus? Alors donc, j'ai posé la question de cette façon-là, parce que c'est vrai qu'il y a des progrès très importants et je pense qu'il faut que l'intelligence artificielle, effectivement, nous propose des choses, mais également soit adaptée à notre demande. Alors, ce que je vais vous présenter est la trame d'un sujet que je tiens à travailler avec mes amis du collège de chirurgie qui sont ici présents. Donc, j'ai vu aussi que Ludovic Lay était apparu, me semble-t-il. Et donc, et nous allons donc je vous présenter ça sous la forme avant l'opération, pendant l'opération et après l'opération. Alors, tout d'abord, l'analyse des données avant l'opération a pour but de récupérer toutes ces données pour les mettre sur un tableau de bord. Alors, dans ces données, qu'est-ce qu'on a? On a le verbatim qui sera converti en données numériques, le numérique et l'imagerie, bien entendu, qui va devenir fondamentale. Alors, dans le calcul de l'implant, dans la précision de l'implant, on a déjà de plus en plus de formules qui fonctionnent à base d'intelligence artificielle avec learning machine, qui nous permet d'avoir une précision de plus en plus précise sur la puissance de l'implant qu'on va mettre. Alors, si on récupère toutes ces données et qu'on les confronte par rapport aux données que comprennent les LLM et différentes boîtes de données, on va pouvoir planifier l'opération. Cette planification nous permettra de choisir l'implant le plus adapté à la situation en fonction de tous les éléments dont je vous ai parlé. Ça permettra également d'optimiser éventuellement le geste chirurgical. Imaginons un cristallin subluxé ou autre, comment l'aborder. Et ça permettra d'établir la meilleure stratégie. Alors, je parle rapidement de la formation chirurgicale, car l'intelligence artificielle permet de séquencer les vidéos chirurgicales pour pouvoir, par exemple, ne conserver qu'une partie, capsulorhexis, phacoémulsification, etc. Ce qui permet pour la personne qui est en formation de pouvoir se concentrer sur un des gestes. Alors, ces données vont arriver au bloc opératoire et là, on est dans le concept qui va être le concept dominant, qui est le concept de boucle numérique. En effet, les données vont être transférées et dans la réflexion que j'ai pu avoir, il me semble que c'est le microscope qui va devenir l'élément central de tout le process. L'intelligence artificielle peut également servir en salle opératoire pour appréhender les facteurs de risque, par exemple, par des systèmes vidéo et autres. On sait bien que, par exemple, dans un bloc opératoire, il y a des tas d'incidents qui peuvent arriver, qui vont soit augmenter la charge mentale du chirurgien, soit créer un petit incident imprévu qui va constituer un risque. Et d'ailleurs, il y a certains établissements et certaines personnes de l'académie qui travaillent justement sur l'identification des facteurs de risque dans les blocs opératoires. Alors, le microscope opératoire va représenter le siège, à mon avis, de toutes les évolutions. En effet, le fameux tableau de bord que nous avons récupéré tout à l'heure va pouvoir être transmis, par exemple, via une application Bluetooth au microscope. Et donc, on va pouvoir transmettre des datas numériques et effectivement, les imageries que nous avons prises en préopératoire. Le microscope sera équipé d'imagerie en temps réel avec superposition possible à l'imagerie préopératoire et agrémenté de réalité augmentée et de réalité mixte. On peut imaginer que, par exemple, on peut vouloir davantage mettre en contraste la capsule antérieure, la capsule postérieure, et donc cette réalité augmentée, cette réalité mixte nous permettra justement d'améliorer la qualité de vision pendant l'opération et donc d'améliorer sa sécurité. La commande vocale me paraît quelque chose de fondamental auquel j'ai pensé, ça m'a paru complètement évident, et c'est la commande vocale qui, à mon avis, dans le microscope, va tout changer
Pourquoi? Parce que si on couple la commande vocale qui va être maintenant, grâce à tous les systèmes, tous les nouveaux systèmes, comment dirais-je, de réseaux neuronaux convolutifs, hein, donc qui vont, cette commande vocale associée à l'imagerie va pouvoir permettre une reconnaissance simplement à la commande. Je donne un exemple, je suis en train d'opérer, mets au point sur la capsule antérieure. Le microscope va mettre au point là-dessus, augmente le contraste sur la capsule postérieure, il va le faire. Donc, c'est un élément qui va être, à mon avis, fondamental dans l'évolution. Les alertes, sur lesquelles a beaucoup travaillé mon ami Rachid Tahiri, ça me paraît intéressant, c'est-à-dire que quand on approche de quelque chose, on va voir un signal ou un arrêt, ça me paraît intéressant, mais je crains qu'on finisse par se lasser parce que c'est une chirurgie très rapide et c'est vrai qu'on entend déjà beaucoup de bip-bip de tous les côtés et c'est vrai que, bon, ça demande, on en parlera, ça demandera à être décliné, mais je crois que, enfin, c'est comme ça que j'ai vu un petit peu les choses. L'écran avec verre polarisé 3D, Marc Muren va nous en parler tout à l'heure. Bon, moi, j'ai un petit doute sur l'intérêt réel de la technique, dans la mesure où on est déjà au microscope, donc on a déjà cet équipement. Pourquoi pas, si c'est un 3D polarisé, pourquoi pas un masque, par exemple? Alors donc, comme je vous l'ai dit, pour prendre ce schéma résumé, le microscope va donc être au centre de la boucle numérique, donc le dashboard, le smartphone, le Bluetooth, le microscope à commande vocale, fonction imagerie RA et RM. Alors ensuite, nous allons passer au phaco-émulsificateur. Alors le phaco-émulsificateur, dont va nous parler tout à l'heure Dominique Monet, va nous parler des derniers perfectionnements de cet appareil. Néanmoins, il me semble qu'il y a une fonction qu'elle peut acquérir qui est celle qui va être de se coupler à l'imagerie. Et là encore, le microscope va être au centre. Parce que le phaco-émulsificateur gagnera à être couplé au microscope. Pourquoi? Parce qu'on pourra avoir une image en temps réel et quand on a un phaco, bon, tous les phaco fonctionnent bien maintenant, ils sont de plus en plus sensibles, de plus en plus précis. Néanmoins, on a quelques petits éléments. Profondeur de chambre antérieure, on a des zonules laxes dans lesquelles qui créent des petites douleurs au moment, pendant une microseconde pendant qu'on opère. Et effectivement, l'identification de cette profondeur de chambre antérieure peut être un élément de régulation supplémentaire, en plus des phénomènes de tension qui permettent de régler l'irrigation. Il restera quand même un problème qu'on n'a pas encore résolu et qu'on n'est pas encore sur le point de résoudre, qui est la deuxième phase de l'opération. Une fois qu'on a émulsifié le noyau, c'est l'aspiration du cortex et qui, à mon avis, va bloquer un petit peu d'ailleurs l'évolution de la robotique pour la cataracte. Donc, il faudra inventer un système qui nous permette de liquéfier ce cortex. Et je pense que si on arrive à liquéfier ce cortex, ce sera absolument génial. Donc, le microscope est au centre, encore une fois, du dispositif, entre les données préopératoires, entre le microscope lui-même et l'appareil de phaco-émulsification. Voilà le schéma final qui représente un petit peu les choses telles que je les ai perçues pendant la réalisation de cette communication. Alors maintenant, une réflexion sur intelligence artificielle, cataracte et robotique. Alors tout d'abord, le robot co-manipulé, bon, il peut présenter un intérêt discutable dans la cataracte. Donc on sait que, je ne sais pas, Accus Surgical, donc alors c'est vrai qu'on est habitué donc on est, le thème c'est innovation et précision. Mais en ophtalmologie, on est habitué à gérer 100 microns, 200 microns. Ça fait partie de notre vie quotidienne. Les mouvements d'oscillation ont été à peu près, en moyenne, sont à peu près de 100 microns. C'est comme cela qu'ils ont pu être identifiés. Dans la cataracte, donc, le robot manipulé offrirait peu d'intérêt. Alors maintenant, qu'en est-il du robot télémanipulé et autonome? Alors tout d'abord, la première chose, c'est la stabilisation du globe. Donc je pense que professeur Fanny Nérinx va nous présenter tout à l'heure la vitrectomie par robotique et va nous apporter des solutions. L'homéostasie de la pression oculaire pour avoir une stabilisation de la coque, du cristallin et de l'iris me paraît essentiel. Donc, il faut travailler à globe fermé et c'est la raison pour laquelle, si on passe en robotique, l'émulsification du cristallin par un système de laser femtoseconde, technique FLAX, sera la technique qui devra être choisie. Nous avons eu ici la société Chiranova qui nous a présenté à 2 reprises l'évolution des lasers femtoseconde avec des livrances matricielles du laser qui permettaient d'aller plus vite.
L'aspiration du cortex reste encore là un gros problème pour la robotique et la cataracte. Et donc, tant que l'aspiration doit rester manuelle, et donc si on commence en robot, on doit terminer en manuel. Pareil pour l'injection de l'implant. L'implant demande de le faire, demande une action manuelle, et l'injection de l'implant, peut-être là aussi, il y a une évolution pharmacologique qui est attendue, qui est celle d'implants semi-liquidiens qui se durcirait avec la température ambiante dans une géométrie pré-imaginée. Ce seraient les deux éléments qui permettraient d'arriver sur la robotique. Intelligence artificielle et parcours du patient. Très intéressant parce que ça permet de faciliter la vie des accompagnants, la vie de tout le personnel. Suivi du protocole d'admission clinique, il y a des tas d'applications qui sont très faciles maintenant à réaliser, des applications en fine tuning, en entraînement, donc c'est des applications entraînées. On a toute la matière actuellement avec tous les systèmes, JAPCVT, 4O, etc. Donc on peut très facilement faire des applications, prise de rendez-vous, contrôle avec alerte, etc. Également, le patient peut suivre son parcours de soins dans un masque de réalité virtuelle. C'est à visée pédagogique. Le suivi post-opératoire peut être aidé également par l'intelligence artificielle. Nous connaissons tous certaines applications qui, par SMS, contactent le patient. Tiens, vous avez été opéré cet après-midi, ce matin. Comment allez-vous? Et en fonction des réponses, il va y avoir, en fonction de la réponse du patient, il va y avoir des réponses automatisées et une orientation du patient si jamais ces réponses montrent qu'il a besoin de consulter. Enfin, les statistiques et l'évaluation des résultats post-op en temps réel. Vous savez que le service rendu, les PREMS, les PROMS, etc., sont de plus en plus importants. Et donc, ça permettra également d'identifier le service rendu pour un patient en utilisant un certain type d'implant. Et ces données qu'on aura pratiquement en temps réel nous permettront de donner une meilleure information au patient qu'on va opérer pour lui dire, voilà, vous pouvez obtenir ci ou vous pouvez obtenir ça. Alors, pour terminer, deux diapos. Tout d'abord, le bloc opératoire et boucle numérique. Vous savez qu'il y a un plan Innovation Santé 2030 avec normalement 7 milliards d'euros dotés. Alors, le contexte, c'est placé la France en tête de l'innovation en santé, en Europe. Ses objectifs sont améliorer la sécurité de prise en charge chirurgicale des patients. Il y a donc un appel aux entreprises spécialisées en santé numérique et les sociétés présentées doivent être confirmées. Et les domaines recherchés sont intelligence artificielle, objets connectés et réalité virtuelle. Enfin, l'intelligence artificielle, l'intelligence générative, LLM, etc. Les grands acteurs investissent. Actuellement, on entend parler de milliards, de dettes de milliards, 20 milliards, 30 milliards, etc. Donc, en fait, on voit que, par exemple, Google va investir 32 milliards de dollars dans l'intelligence artificielle, Microsoft 13 milliards, etc. En conclusion, je vous dirais, les points principaux sont le tableau de bord chirurgical qui va s'imposer et la boucle numérique. Le microscope opératoire va devenir l'élément central avec la commande vocale. L'imagerie en temps réel couplée à la commande vocale améliorera la précision chirurgicale. Il viendra également le temps du couplage phacoémulsificateur et imagerie du microscope. Quant aux analyses des données automatisées, elles permettront une meilleure évaluation du service rendu, la tenue de registres très importants dont on parle beaucoup à l'Académie, puisque ces registres permettent d'activer l'innovation une fois qu'elle a été validée et de lui faire avoir une nomenclature provisoire. Nous avons ici les personnes, François Richard notamment, et puis les membres de l'Académie, qui sont au comité de la nomenclature et qui permettent de valider, permettre d'accélérer la validation. Une meilleure information du patient pour choisir l'implant le plus adapté à son attente. Enfin, la robotique, avant qu'au niveau de la cataracte, elle ne remplace la phacoémulsification, il faudra quand même quelques améliorations technologiques, pharmacologiques. Voilà, je vous remercie. Néanmoins, j'ai de grands espoirs sur le couplage robotique intelligence artificielle. Je pense que ça fera progresser la robotique. Des questions?
Félicitations. Est-ce que tu penses que l'interrogatoire par un chatbot couplé à l'analyse de la cornée du segment antérieur peut aider à choisir un implant pour le patient? L'interrogatoire sur ses habitudes, son mode de vie et ce qu'il attend et bien la morphologie de son œil. Oui, oui, tout à fait. Oui, je pense, puisque si on bénéficie en plus de l'imagerie, il y a le développement de plusieurs applications actuellement, notamment qui donnent une imagerie du globe, de sa géométrie, de la position la position de la capsule, la position prévue de l'implant pendant l'opération. Également l'imagerie la topographie cornéenne avec les aberrations et autres. Je pense que tout ça, ça permettra d'améliorer la précision. Alors en plus, si on a des cas qui nous reviennent en statistique avec des cas identiques et on peut dire voilà, dans un cas comme le vôtre, voilà ce qu'on peut obtenir. Vous risquez d'être ébloui, certes, mais vous serez bien là et là. Je pense que ça peut aider, absolument. Ouais. Professeur Joannet. Donc, si j'ai bien compris, il y a plusieurs techniques de cataracte, parce que moi, je suis profane dans cette affaire. Et donc, est-ce que on va savoir quelle est la meilleure technique et quel est le meilleur implant? Enfin, voilà, quels sont les meilleurs matériaux? Enfin, moi, je pense que ce qu'on attend, c'est une organisation des médecins entre eux, en particulier sous l'égide des sociétés savantes, avec un process pour accumuler des datas de qualité. Ça sous-entend un certain nombre d'améliorations techniques, en fait, de vérification logicielle, etc., de manière à pouvoir sortir des études cliniques qui vont largement améliorer la prise en charge de nos patients. Et là, on parle d'ophtalmo, mais c'est valable pour toutes les spécialités chirurgicales. Bien sûr. Et ce sur quoi on pousse à l'Académie, c'est que actuellement, la recherche clinique, elle est assise sur 15% des chirurgiens. Donc, voilà. Et ça doit pouvoir permettre à 60% des collègues de pouvoir rentrer des datas de qualité. Hein. Après, et c'est à ce prix qu'on aura des réponses à des questions qu'on n'a toujours pas résolues. Hein. Parce que quand le CHU, un tel fait une étude prospective contrôlée et que l'autre CHU outre-Atlantique fait également une autre étude et qu'elles sont contradictoires parce qu'elles elles sont pas puissantes. Je pense que l'IA va nous aider à faire de la recherche clinique de qualité. Et en plus, il y a même plus de question d'inclusion, c'est-à-dire que on inclut une cohorte, il y a des bras numériques, enfin voilà. Absolument. Alors, au niveau technique, alors c'est quand même la phacoémulsification qui, pour l'instant, est la méthode qui s'impose. Donc, le femtolaser, la technique Flax, est encore très parcellaire. Donc, mais pour l'instant, c'est la phacoémulsification qui est une technique qui marche très, très bien. Alors ensuite, le choix des implants reste toujours multifactoriel. Ça dépend en partie de l'anatomie de l'œil, bien sûr, du patient, mais ça dépend également de l'attente, et l'attente est très individuelle. Donc, la constitution d'un dashboard, d'un tableau de bord préopératoire, dans lequel les données seront bien classées, sera indiscutablement un élément très, très important pour arriver avec les sociétés savantes que tu as citées, puisque là, on a le plaisir d'avoir pas mal de membres de la SAPHIR, 4 membres de la SAPHIR, membres de la SFO. Donc, les sociétés savantes travaillent beaucoup justement sur ces éléments-là. Les membres qui sont là peuvent en témoigner. Et c'est vrai que ça fait partie toujours de notre démarche. En revanche, ce qui va s'imposer, c'est la facilisation. Et je crois qu'il y a quelqu'un également qui est d'un laboratoire au plus. Je crois si la personne est là ou pas, non? Oui, c'est ça, voilà. Oui, voilà. Très bien. On a parlé, on était à Perpignan sur un magnifique congrès sur l'intelligence artificielle. Et on a parlé justement de la réalisation. Alors, la société Oplus réalise des logiciels métiers, qui évoluent d'ailleurs pas mal, et avec des objectifs de créer des tableaux de bord, justement, qu'on peut utiliser. C'est-à-dire que toutes nos données sont récupérées dans un tableau de bord. Et justement, dans l'avion, on parlait de la création de faire des tableaux de bord adaptés aux besoins. On peut très bien faire un tableau de bord adapté à la chirurgie de la cataracte, au problème du glaucome, par exemple. Et donc, voilà, c'est partie des éléments. Professeur Hudson, du Brésil. Jean-Pierre, qu'est-ce que vous pensez du bras mécanique pour faire la chirurgie de cataracte quand on compare la chirurgie de cataracte avec la chirurgie de rétine?
Je sais que c'est très difficile de faire la chirurgie à cause du bras mécanique qui n'est pas encore développé. Tu parles de robotique? Oui, oui. Oui, tu parles de robotique. Oui, oui, bien sûr, c'est bien sûr. Il y a beaucoup d'éléments. Ce serait l'objet d'un long débat. D'ailleurs, on pourra en parler plus longuement, mais il y a beaucoup de problématiques. Alors, le bras peut être inventé. Donc, alors après, donc il faudra que ce sera surtout la manipulation de ce bras. Est-ce qu'il sera télémanipulé ou automatisé? C'est encore tout un débat. Et ce sera un long débat. Et donc, ça pourra faire l'objet d'une réunion qu'on pourra avoir de façon collégiale avec justement l'ensemble des membres du collège avec lesquels on va s'occuper de ce domaine. Mais absolument, mais actuellement, c'est un problème, il y a multiples problèmes et c'est pour ça que je pense qu'il y aura un long moment avant que la robotique s'impose dans la chirurgie de la cataracte. Je ne parle pas de la rétine. Merci beaucoup.